Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Sopel est avec nous, chef stratégiste de Quintet Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Greg. Merci d'être là, ravi de vous accueillir dans cette émission. À nos côtés également Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir Grégoire. Et Igor Demac qui est à nos côtés également ce soir, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Messieurs, oui, commençons. Oui, le petit faux départ de Friedrich Merz, on aurait pu reléguer ça au rang d'anecdote. C'est peut-être une anecdote passagère, mais le marché a quand même répondu au fait que Friedrich Merz, après avoir sécurisé un accord de coalition et 328 sièges au Bundestag, n'a pas réussi à rassembler la majorité suffisante au premier tour de son élection. Oui, ça montre qu'il commence avec un capital politique relativement faible. En tout cas, c'est une première. Il a eu la fumée noire, et comme le conclave de demain qui commence. Mais bon, après, on sait que l'Europe, en tout cas son cœur, la France et l'Allemagne ont des vrais sujets, pas que politiques, budgétaires, de réindustrialisation, enfin de compétitivité pour l'industrie allemande, puisque la ressource en énergie peu chère a disparu. Donc c'est des vrais sujets. C'est normal que la politique reflète aussi toutes ces contradictions. Et puis ça montre la difficulté politique de la tâche de Frédéric. On a déjà parlé de lui, du bazooka, de la manière dont il avait réussi à nouer cet accord de coalition. Pour autant, tout est encore à faire. Et c'est vrai que le capital politique dans cette affaire, c'est quelque chose quand même d'important. Il ne faut pas présenter les gens comme des icônes avant qu'ils aient travaillé déjà. Et puis ensuite, le consensus ne fait plus partie véritablement du cœur du système allemand. Et encore moins chez nous, puisqu'il n'en a jamais été question. Et c'est ça qui est difficile, à mon avis, pour les mois et années à venir. Bon. Mais ça n'enlève rien aux attentes et à l'enthousiasme qu'on a pu avoir de ce pivot allemand de politique économique et budgétaire. Non, mais c'est reflété dans les valorisations. On évoquait le DAX qui était à son plus haut. Donc, j'allais dire que les investisseurs, ils ont déjà fait le travail. Après, il ne faut pas les décevoir. Sinon, c'est ça. Ça va vite repartir. Je n'y crois pas, mais les attentes sont assez élevées sur ce sujet. C'est le dernier chapeau de risque qui reste sur les actifs, je dirais, européens, à part les problèmes structurels de croissance, où en Europe, il n'y a pas de croissance. Donc ça, on le sait. Il n'y a pas d'extrêmement bonne surprise sur le plan macroéconomique à attendre, en tout cas du cœur. Je ne parle pas de l'Italie, l'Espagne, mais c'est des petits marchés financiers, donc on ne peut pas bâtir toute une stratégie là-dessus. L'Ukraine reste un risque latent sur les actifs européens, mais moi je suis tout à fait de cet avis. Je pense qu'on est dans des phases de négociation et une paix, c'est fait pour qu'il y ait moins de risques de tous les côtés, évidemment militairement, mais aussi économiquement. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire la paix. Sinon, on continue à faire la guerre, à fabriquer des canons, etc. Donc, on verra, mais ça, c'est un sujet qui pèse en tout cas sur notre continent. Donc la menace d'interdire le gaz russe en Europe à horizon 27 ou je ne sais pas. Pour vous, vous le voyez plus comme un levier de pression aujourd'hui dans un contexte où moi, j'ai quand même ça discute, que toutes les sanctions qui ont été appliquées n'ont pas vraiment changé le cours de la guerre. Donc peut-être que la façon de procéder, c'est à l'inverse, si on veut la paix. C'est pas sûr que tous ceux qui veulent la paix la veulent vraiment aussi. Mais en tout cas, comme il a été dit, il y a déjà des discussions et c'est vraiment un risque parce qu'on ne sait pas avec ce conflit si ça peut pas dégénérer. En fait, on a toujours la peur d'un conflit qui sort de l'Ukraine, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais tant qu'il est là, on peut pas l'exclure. Donc ça, c'est vrai pour l'Europe. Après, la croissance en Europe, bon, il y en a pas. Enfin, il y en a pas et ça fait longtemps qu'il y en a plus. Oui. Voilà. Donc, on est accroché à la croissance mondiale, mais nous-mêmes, on a un peu du mal à en créer, en engendrer par là. C'est une dépréciation du dollar ou c'est une perte de statut du dollar Non, c'est trop tôt. Perte de statut, il faudrait démontrer que les États-Unis n'ont plus l'avance technologique, sont en déclin structurel, démographique, économique. Bon, il y a quand même beaucoup de conditions. Après, le dollar, il a été à 1,60 au pire. Oui, donc bien sûr. Il y a de la marge. Après, ça fait partie de la stratégie commerciale, d'évaluer sa devise. C'est vieux comme le monde. C'est ce qu'on peut plus faire avec l'euro. En tout cas, nous, la France. Donc, on voit bien que c'est. Donc, pour l'instant, j'allais dire, pour le coup, ça, c'est un de ces. C'est la partie du plan qui marche, quoi. Oui, la partie du plan qui n'a pas marché, c'est un moment où les taux sont remontés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire
baisser le dollar, quoi. Sauf que il faut que les monnaies, c'est des flux. Hein, donc si ça sort des États-Unis, ça fait quand même baisser. C'est bête. Oui, c'est mécanique. Et mécaniquement, l'euro remonte. Ouais. Mais structurellement, je crois que c'est un peu prématuré pour dire les États-Unis ne seront plus les talons monétaires. Après, il y a des vases communicants, les grands investisseurs se rééquilibrent. Nous, on avait dit les portefeuilles sont un peu trop sous-pondérés en actions américaines tout au long de l'année 2024 et à l'élection de Trump, un peu follow the trend. Ouais. Mais maintenant, je dis, on n'en a pas assez pour diminuer, c'est pas assez pondéré, mais effectivement, il ne faut pas se précipiter tout de suite parce que normalement, si ces deux mécanismes de rétablissement d'un déficit commercial plus modéré et un assainissement budgétaire, ça doit faire remonter la monnaie. Puisque, en fait, une monnaie forte, c'est quand même le signe d'une économie qui est mieux gérée. D'accord. Mais dans la période de transition, ça peut amener le dollar plus bas, quoi. C'est un peu le couteau qui tombe, là. J'entends. C'est falling knife. C'est pas la peine d'y aller tout de suite. On verra pas les résultats avant plusieurs trimestres. Et la contrepartie de toute cette agitation qui fait baisser le dollar, c'est quoi? C'est une récession que Donald Trump appelle une période de transition, mais qui va quand même arriver dans l'économie américaine. Alors, à quelle vitesse, à quelle échéance? C'est une question. Parfois, soit candides, soit ne connaissent pas l'histoire. C'est qu'il n'y a pas de croissance économique. Je crois que c'est l'Australie qui a enchaîné 25 années de croissance. Mais à un moment, pour faire des efforts structurels, il faut faire baisser son économie. Donc, ça a été le cas lorsque le FMI débarque en Grèce, dans le pays d'Europe du Sud qui se sont magnifiquement redressés, mais au prix évidemment d'efforts sociaux et puis financiers. Voilà. Donc, est-ce que c'est ça son projet et quand il dit préparez-vous à mourir entre guillemets financièrement un peu non, il dit alors maintenant il dit c'est plus 30 poupées, ce sera 2. Ouais. Ben non, mais c'est la même histoire, de toute façon. C'est la chanson de Paul Naref. C'est la même histoire. Et en plus, elles seront plus chères, les deux. Ouais. Mais là où il y a un vrai sujet, c'est un sujet de comportement du consommateur, enfin de sociétés qui sont drivées uniquement par la surconsommation, même pas la consommation. Et c'est ce que ça dit, cette petite allusion. Non, mais c'est pas totalement dénué de bon sens. De produits sur Amazon, Made in China. Bon, on va quand même rééquilibrer un petit peu. Igor, oui, ce rebond des marchés américains, il faut le prendre avec un peu de distance. Oui, c'est un peu rapide. Après, avec Trump, on a quand même le bénéfice du passé. Trump 1, Trump 2, donc on voit comment ça s'est déroulé. Sauf que là, il y a plus de volatilité parce que les mesures sont plus radicales. Mais j'ose imaginer qu'il ne va pas passer 4 ans à faire des annonces contre annonces sur des tarifs et qu'à un moment, ça va être fixé. Bessène prépare un peu la séquence. N'oubliez pas, la dérégulation, ça arrive. Les baisses d'impôts, puisque les tarifs vont faire et puis, il négocie tomber des milliards de dollars. L'accord nucléaire en Iran, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Donc, pour que ça ait un effet et qu'il puisse partir en disant « je suis le meilleur », il faut que ça soit quand même assez rapidement mis en exécution. Après, je ne le souhaite ni ne le souhaite pas. Le sujet, c'est qu'on sait bien qu'il ne va pas mettre 4 ans à fixer les tarifs pour que ça ait un impact, celui qu'il souhaite. Mais pour négocier, ce que disait Charles, c'est qu'il faut être deux quand même. Il faut quand même qu'en face, Yves n'est pas sûr que la Chine ait tout à fait intérêt à, elle, accélérer pour l'instant les choses. Le temps joue en faveur de Pékin. Le temps joue toujours pour l'Asie. Parce qu'ils ont une vision du temps qui n'est pas la vision de quelqu'un qui est élu pour 4 ans, déjà, puisqu'on n'élit pas pour 4 ans le président de la Chine. Et de toute façon, c'est des façons de raisonner, l'Inde, la Chine, qui ne sont pas nos façons de raisonner. Que disent les entreprises dans ce contexte-là, celles que vous écoutez, dans cette saison de publication de résultats, Igor? Qu'est-ce que vous en retenez là? Elles traduisent toute l'incertitude d'avenir, mais le premier trimestre, il n'est pas impacté par les droits de douane. Donc, on ne peut pas vraiment, là encore... avoir de réelles appréciations du risque microéconomique d'IPS. Donc, évidemment, les grands secteurs globaux, commerciaux, d'échanges, ils vont souffrir. Le luxe va évidemment énormément souffrir. Il l'a déjà souffert. Donc ça, on le sait. Après, certaines valeurs européennes ont quand même déjà beaucoup baissé. Des grandes valeurs industrielles, donc, qui ont quand même des appareils de production mondiaux. Ça, il faut peut-être revenir dessus. Je parlais d'Airbus, bien sûr, choses comme ça. Après, il y a eu, pour avoir la big picture, c'est vrai que les valeurs dites défensives depuis le début de l'année ont été plébiscitées pour plein de raisons et essentiellement l'idée de l'incertitude. Donc on a des valeurs défensives assez chères aujourd'hui, alors que des valeurs cycliques industrielles qui étaient très plutôt perdu par les droits de douane, les échanges commerciaux mondiaux. Après, la banque a très bien fonctionné. Je pense que l'environnement est toujours assez favorable
assez favorable parce que... C'est une petite rupture quand même. Au moment de Liberation Day, on a vu le secteur en Europe qui perdait 15-20% quand même. Oui, mais ça rebondit assez vite. Ouais. C'est un secteur où il y a du bêta. Et c'est pas cassé alors? Bah non, puisqu'il y a la consolidation en Italie. Moi, je vois les résultats de Société Générale, qui est soi-disant l'animal le plus faible du secteur bancaire, qui a très bien rebondi. Donc, moi, je dirais que c'est un peu wait and see. Je n'ai pas beaucoup de réponses à donner du point de vue microéconomique. Là. Il nous faut 1, voire 2 trimestres, au moins l'été. Parce que là, on pourra avoir des faits et des vrais discours de managers. Tous les managers disent qu'ils ne veulent pas de droits de douane. Hein. Ça, oui, non, ça. Alors, non, ils disent fixer les choses. Voilà. Fixer les choses, puisque je pense qu'ils ont tous compris qu'il y en aurait, mais fixer les choses. Quoi. Bien sûr. Arrêter la volatilité, ça, c'est ingérable. Oui. Sauf pour nous, gérants, la volatilité, c'est un ennemi. C'est pas un ennemi. Bah oui, et l'idée d'acheter et de vendre. Mais... L'idée du facteur taille, small is beautiful, plus c'est local, plus c'est petit en taille de capi, plus on est protégé peut-être de cette volatilité tarifaire. Après, les small et les mid européennes, c'est toujours un faux départ depuis 3-4 ans. Mais oui, des business, la foncière française, elle n'est pas très très concernée par ça. Donc oui, des secteurs très très domestiques. Mais ils auront d'autres sujets, parce qu'il y a la consommation. Oui, c'est ça. Franchement, la consommation des ménages américains, c'est 1,5-2 points facile prix. Et puis en Europe, elle ne se réveille toujours pas. Sur l'investissement, un Igor, petit peu plus de zone euro, effectivement, mais on l'avait dit la dernière fois, via les convertibles, qui est une classe d'actifs qui est assez bien traversée. C'est petit, c'est tiny, c'est vraiment petit, mais bon, après les marchés européens, il y a toujours des petites idées. Le crédit se tient plutôt bien. Voilà. Mais ça reste une bonne position d'attente, entre guillemets. Wait and see, et là, c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu de convertible, un peu de crédit, quelques stock picking, mais pas de... Alors nous, on est assez bien investis, toujours, parce qu'on pense que dans les actifs réels, il y a de la valeur, mais on n'a pas de changement d'allocation drastique aujourd'hui. On n'a pas les capacités de prévision suffisantes. Qu'est-ce qu'il nous a appris? Je ne sais pas. Est-ce que son succès serait encore possible aujourd'hui, refaire ce qu'il a fait avec Berkshire Hathaway? C'est encore possible dans le monde aujourd'hui ou pas? Élevé à la sauce value. T'es très value, Igor. Bien sûr. Je pense que c'est vraiment un peu le nec plus ultra de la gestion, le plus dur aussi, et probablement quelque chose qu'il est beaucoup moins facile de faire avec les ETF, les pondérations. Donc, j'allais dire, c'est un monde qui... le marché est moins value. Il y a quand même moins de boîtes qui se payent vraiment sous la book value que c'est ça. De la cote, c'est ça. On les voit plus. La value, c'est après. Donc même la value d'aujourd'hui, elle est peut-être un peu moins value que ce qu'on trouvait il y a 10, 20, 30 ans sur les marchés. Mais ça reste le Graal pour moi de tout investisseur d'acheter un truc que personne n'a vu, pas cher et puis qui monte. C'est comme avoir un c'est une satisfaction. On achète quelque chose et puis il gagne 3 courses et il vaut 10 fois le prix. C'est un peu pareil. Ma citation de Warren Buffett, c'est Price is what you pay, value is what you get. Voilà, ça c'est le mantra de l'investisseur value. Merci beaucoup, messieurs. Nicolas Sopel qui était avec nous, Cointet Banque Privée, Edmund Ching, BNP Paribas Wealth Management et Igor Demac, Vital Épargne.